La possibilité d'organiser des référendums législatifs est l'une des grandes innovations de la Ve République, comme nous l'avons vu. Le référendum était en effet jusqu'alors contraire à la tradition républicaine française. Essayons de comprendre pourquoi cette procédure, apparemment si démocratique, était considérée comme antidémocratique. Le terme employé le plus souvent jusqu'en 1958 pour désigner les référendums législatifs était celui de plébiscite. Ce terme a une connotation nettement péjorative. Dans l'Antiquité romaine, le plébiscite était une décision prise, sur proposition d'un tribun, par la plèbe, c'est-à-dire par les citoyens romains n'appartenant pas à l'aristocratie. En français, le terme de plèbe est employé pour désigner le peuple dans ce qu'il peut avoir de plus irrationnel, de plus grossier et de plus violent. Un synonyme de plèbe est populace. La plèbe, c'est en quelque sorte le mauvais peuple, la vile multitude, selon l'expression fameuse d'Adolphe Thiers. Ainsi, le plébiscite en est venu à désigner une consultation populaire organisée par le pouvoir exécutif pour légitimer de manière déloyale son autorité. Deux choses distinguent théoriquement le plébiscite du référendum. D'une part, le référendum consiste simplement pour les citoyens à approuver ou à rejeter un projet de loi, alors que le plébiscite consiste plus largement à approuver la politique de celui qui pose la question. D'autre part, le référendum est censé être honnête, alors que le plébiscite est censé être malhonnête. C'est-à-dire que lors du référendum, le débat portera uniquement sur le mérite du projet qui est soumis au peuple, alors que dans le cas du plébiscite, le débat sera biaisé par des considérations sans rapport avec le projet, et notamment le mérite de celui qui pose la question. En somme, un référendum implique une réponse en fonction de la question posée, tandis qu'un plébiscite implique une réponse en fonction de l'auteur de la question. Le plébiscite est réprouvé car il semble une manière de manipuler le peuple pour donner tout pouvoir à un seul homme. Le plébiscite paraît un moyen de supprimer toute opposition. Et de fait, dans l'histoire de France, le plébiscite a été utilisé jusqu'en 1958 par des régimes autoritaires, et notamment par Napoléon III. En pratique, cependant, la distinction entre référendum et plébiscite est assez artificielle, car il est souvent impossible de séparer la question de son auteur. Et il est surtout impossible de s'assurer que les électeurs répondront à la question posée et non pas à la personne qui pose la question. D'ailleurs, comme nous allons le voir, le général de Gaulle, le fondateur de notre Ve République, n'a même pas essayé de tenir cette distinction. De Gaulle a utilisé 4 fois la procédure de l'article 11 entre 1961 et 1969. À chaque fois et de manière tout à fait explicite, De Gaulle a transformé le référendum en plébiscite, c'est-à-dire qu'il ne laissait aucun doute sur le fait qu'il abandonnerait ses fonctions si les Français ne répondaient pas oui à son projet. En octobre 1962, par exemple, il avertissait: si la majorité de oui est faible, médiocre et aléatoire, il est bien évident que ma tâche sera terminée aussitôt et sans retour. De la même manière, en avril 1969, 2 jours avant le référendum, il rappelait aux Français: si je suis désavoué par une majorité d'entre vous, ma tâche actuelle de chef de l'État deviendra évidemment impossible et je cesserai aussitôt d'exercer mes fonctions. Aussi, lorsque le résultat négatif sera connu en 1969, il annoncera immédiatement dans un communiqué de presse: je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République, cette décision prend effet aujourd'hui à midi. Pour De Gaulle, tout référendum était aussi une question de confiance portant sur sa personne. C'était une manière de s'assurer qu'il avait toujours le soutien de la nation pour poursuivre son action à la tête de l'État. En fait, De Gaulle concevait le référendum avant tout comme une arme aux mains du président contre les assemblées parlementaires et contre la classe politique. Fort de l'approbation populaire, le président devait pouvoir s'élever au-dessus de ceux-ci et mener des réformes auxquelles les partis étaient hostiles. Michel Debré, qui fut le premier Premier ministre de Gaulle et l'un des principaux rédacteurs de la Constitution, résume bien cette conception gaullienne du référendum. Le référendum, explique-t-il, est un acte par lequel l'exécutif considère qu'il a le droit et en même temps l'obligation de faire trancher une question très grave par le peuple. Sans vouloir dire que le référendum est un plébiscite,
il faut bien voir qu'il est un retour de l'exécutif devant la source de sa légitimité. Car on ne peut pas imaginer une question grave à propos de laquelle le chef de l'État désavoué dise « je reste ». Le référendum est donc, dans la conception constitutionnelle de la Ve République, un acte très grave qui met en cause l'autorité de la fonction. Mais cette conception exigeante du référendum n'a pas survécu au départ du général de Gaulle. Alors que de Gaulle a utilisé le référendum 4 fois en 10 ans, ses successeurs ne l'ont utilisé que 4 fois en 55 ans. Cela s'explique précisément par le fait qu'il est impossible, en pratique, de séparer le référendum du plébiscite. Il est impossible d'empêcher les électeurs d'utiliser un référendum pour manifester leur mécontentement envers le président. Et il est impossible qu'un président qui perde un référendum n'en sorte pas politiquement très affaibli, même s'il ne démissionne pas. Le référendum est donc une arme dangereuse qui souvent blesse celui qui l'emploie. Et par ailleurs, c'est une arme qui est devenue largement inutile. La pratique gaullienne du référendum supposait en effet que le président soit au-dessus des partis politiques. Elle s'inscrivait dans la logique du président-arbitre cher à de Gaulle, logique qui justifiait notamment que le président soit élu pour une durée plus longue que les députés, afin de le déconnecter de la politique ordinaire, partisane. Mais dès lors que le président est aussi le chef d'un parti politique, le référendum perd pour lui beaucoup de son intérêt. Il n'en a plus besoin pour contourner les partis politiques, puisque son propre parti domine normalement les institutions. Il n'a ainsi plus guère que les risques du référendum sans en retirer les avantages. En début de mandat présidentiel, employer le référendum semble superflu, car la légitimité électorale est neuve et le pouvoir d'action du président est encore important. Après 2 ou 3 années, employer le référendum devient dangereux, du fait de l'usure du pouvoir. Si de Gaulle pouvait, du fait de sa légitimité historique, du fait du lien singulier qu'il avait noué avec la nation française à partir du 18 juin 1940, se présenter comme l'homme de la nation et non comme l'homme d'un parti, ses successeurs n'ont pas cette possibilité. D'une certaine manière, le costume du président-arbitre est devenu trop grand pour eux. Et c'est pour cela qu'ils ont très peu employé le référendum. Le dernier référendum de l'article 11, le 29 mai 2005, s'est soldé par un échec. Depuis, c'est-à-dire presque 20 ans, aucun référendum n'a eu lieu. Et nos représentants semblent plus réticents que jamais à employer ce procédé, en dépit de demandes de plus en plus pressantes de la part des électeurs. Il nous restera donc à nous pencher sur cette question. Faut-il regretter que le référendum ne soit plus employé? Quel avenir pour le référendum législatif? Et c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Vous pouvez grandement aider mon travail en aimant cette vidéo, en la partageant et en vous abonnant. Et n'oubliez pas, le droit, c'est passionnant.